Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus parler de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la diaspora et je sais que ça fait longtemps que nous n'avons pas eu ce temps de pouvoir nous parler. Aujourd'hui, je vous parle dans une période beaucoup plus cruciale, beaucoup plus difficile dans la vie politique de notre pays. Il s'agit de la zone de turbulence que la RDC est en train de traverser avec tout ce qui est comme bouleversement dans le monde, et que les vautours rôdent autour de la RDC pour s'emparer, pour le morceler et pour le mettre à genoux. Et notre pays est toujours là et résistera toujours. Compatriotes congolais, il est vrai que bientôt là, nous sommes allés aux élections, mais lorsque quelqu'un va aux élections et va choisir, il doit avoir l'intérêt. Et si vous ne vivez pas avec l'intérêt, alors c'est que vous ne savez pas faire quoi vous êtes en train de faire. Les intérêts, ce sont de valeurs que nous devons protéger, que chacun de nous devra protéger. Et quel est l'intérêt de la diaspora dans tout ce qui se fait au pays? Notre intérêt, notre plus grand intérêt, c'est de retourner au pays. Retourner au pays. Alors, c'est nous qui sommes là, nous ne vivons pas comme des gens inconscients, nous devons vivre comme des conscients. Il est vrai que les Congolais sont partis de la RDC depuis 1960, depuis l'assassinat de Lumumba, et s'en est suivi sous Mobutu, la dictature, Laurent Désiré Kabila, et même sous Joseph Kabila. Donc il y a eu les gens qui ne faisaient que sortir du pays. Et maintenant, nous trouvons que le pays, notre pays commence un peu à être sur le rail et qu'il est temps de retourner. Et c'est là notre intérêt. Nous sommes à plus ou moins 15 millions de Congolais ici dans la diaspora qui avaient fui pour des raisons de troubles ou pour des raisons de conflits politiques. Et nous sommes plus ou moins 5 générations qui sont tout. Si nous pouvons compter la génération de la décennie 1930, 1950, 1970, 1990 et la génération 2012. Ce sont des générations qui sont ici dans la diaspora et que souhaitent bien retourner au pays. Compatriotes congolais de la diaspora, nous devons être des responsables parce que nous l'avons été et que nous avons enseigné à nos enfants les traditions culturelles. Nous leur avons enseigné ces traditions parce qu'on ne sait jamais, la mort peut vous atteindre très loin de votre pays, les enfants vont rester, il faut qu'ils sachent comment ils doivent vivre au pays et quel est l'emplacement où se trouve leur pays, quelles sont les personnes qui sont au pays qui peuvent les accueillir. Et voilà, c'est un ensemble d'exercices que nous sommes en train de faire ici dans la diaspora. Mais compte tenu de tout ce qui se passe, les divisions, l'incompréhension des uns des autres, alors personnellement je suis arrivé à me poser un peu de questions. La première question, est-ce que allons-nous continuer à nous égarer dans ce moment difficile où notre pays est convoité par des personnes, des vautours sans foi ni loi? Est-ce que nous, la diaspora, devrions-nous continuer à rester loin des activités du pays et être des observateurs et ne pas participer à la reconstruction du pays? Parce que l'hymne national, il dit « nous bâtirons ». Maintenant, nous devons dire « nous bâtissons un pays plus beau qu'avant ». Et nous devons être là pour consolider l'unité, consolider la paix. C'est ça ce que nous devons faire. Et dans tout cela, notre intérêt, bien sûr, de retourner au pays, mais dans un mouvement de sionisme. Le sionisme, c'est un mouvement de retour. La diaspora, c'est lorsque vous quittez le pays, vous êtes forcé de quitter le pays. Et le mouvement retour, ça, on appelle le sionisme, qui est le retour à Sion, en rapport avec le peuple juif. Compatriotes congolais,
n'allons pas par 4 chemins, ou même 2 chemins. Nous n'avons qu'un seul chemin. Le candidat qui puisse être le candidat qui respecte, qui va respecter les consignes de la ère de la diaspora, c'est Fachi. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Il doit être notre candidat unique, candidat de la diaspora et candidat au pays. Fachi est l'unique candidat qui a connu la crainte, la peur de ce que, vous voyez, de persécution. Fachi a connu ça. Il a vu son père être battu, son père être enfermé. Et tout ça, ça lui a donné ça. Il y a quelque chose qui est né en lui et qui est naturel. C'est la crainte de la mort, la crainte. Il a vécu avec ça. Allait-il voir son père aujourd'hui, demain, après-demain? C'était ça. Il a vécu ça dans sa chair. Donc Fachi, c'est le candidat qui doit être le candidat de la diaspora. Deuxièmement, Fachi veut faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Et cette Allemagne, vous savez, ne viendra pas avec des gens nouveaux. C'est vrai qu'au pays, il y a des richesses, mais ici, il y a une petite dose d'expérience dans le métier. Comment on travaille avec l'Internet, comment l'Internet est utilisé dans la gestion courante dans les services. Ça, vous travaillez avec ça chaque jour, les manettes, vous savez le faire. Et cela, ça serait un peu difficile pour d'autres compatriotes qui n'ont pas vécu la vie que vous êtes en train de vivre. Et nous sommes là une diaspora très très forte, une diaspora qui vient du Brésil, de la Colombie, de Singapour, de la Corée, de Thaïlande, l'Afrique du Sud, ici en Europe. Partout, nous avons cette diaspora. Cette diaspora amène des richesses étrangères, la langue par exemple, que nous devons valoriser. Il y a les Chinois qui doivent se parler là-bas parce qu'il y a les enfants qui étudient, il y a d'autres langues que nous n'avons même pas encore entendu parler. Ces langues vont venir et ce sont ces langues qui vont faire la fierté, la grandeur de ce pays. Nous devons aussi voter pour Fachi. Pourquoi? Parce que Fachi a aussi, tel que j'ai suivi ses discours, il a envie de marquer des points, il a l'envie de frapper fort pour marquer les points. Et en dehors du point où il a dit que après moi c'est une Congolaise qui va me remplacer, mais il y a aussi le fait qu'il sera le premier à faire revenir au pays les persécutions, les gens les persécutés, qui sont persécutés pour raison de leur tribu. Vous savez qu'il y a, pour des raisons des tribus, les gens ont quitté ce pays. Il y a les gens au niveau de la classe sociale, tels que le professeur Moudimbe. Les enfants sont ici en Occident. Et il y a les Kofo, par exemple. Ça, ce sont des classes sociales. Ce sont des gens qui ne sont pas partis du pays parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils étaient forcés de quitter. Parfois, c'est pour des raisons politiques. Et ces gens, leur retour doit se faire avec la présence de l'ONU. Il faudrait que l'ONU, qui a vu ces peuples sortir du pays, que cette ONU puisse s'associer aux autorités de la place afin de faire ce mouvement sioniste avec respect et dignité. Compatriotes congolais, voilà un peu ce que la diaspora peut gagner comme intérêt. Mais toutefois, je sais que nous vivons dans des divisions. Nous sommes divisés parce qu'il y a certains événements qui sont arrivés dans la vie et qui ont fait que nous puissions nous diviser. Dans un, je vais parler par exemple de Genève, 11-11, ça nous a divisés. Il y a le mariage FCC Cash, ça nous a divisés. Il y a aussi, après les résultats de la présidentielle 2018, ça nous a aussi divisés. Et dans toutes ces choses, en dehors de ce que je vais donner comme une explication,
pour faire comprendre à ceux qui ont des oreilles pour écouter, nous devons comprendre que toutes ces choses appartiennent au passé. Que l'événement Fachi, l'événement Afdel, ça ce sont des incises dans la vie politique de notre pays. Je vais vous expliquer. Etienne Tshisekedi l'avait dit, lorsque l'Afdel est entré, il y avait déjà la ligne de la CNS, mais on devrait faire avec parce que l'Afdel était, c'était une réalité vivante. Et pour cela, la politique est dynamique. La politique n'est pas statique, elle est dynamique. C'est comme en 90, on n'avait pas de téléphone digital. Non, même en 2010 ici, je crois. Hein? On n'avait pas de digital. Les digitales sont venus maintenant. Maintenant, lorsque vous, au lieu de continuer avec les tactiles, les téléphones digitales, vous préférez aller dans les téléphones là, comment on appelle encore, certaines marques, des Nokia, vous vous rappelez ces choses-là, des Sony Ericsson. Vous voyez, c'est un peu vieux ça. Actuellement, nous avons Samsung, nous avons, vous connaissez aussi des marques nouvelles qui existent maintenant. Compatriotes congolais. Donc, lorsque les choses changent, nous devons changer avec. C'est ça l'histoire. L'avènement de Fachi, c'est une incise dans la vie politique de la RDC. Et je vais m'expliquer, peut-être vous allez comprendre, peut-être pas, mais j'aimerais que vous puissiez ouvrir un peu les oreilles, non, pas seulement les oreilles, mais les cœurs, pour comprendre ce que je vous dis. Si nous prenons Genève 11-11, Genève 11-11 s'est déroulé, les résultats sont sortis. Fachi était le premier à dire, le changement maintenant, c'est Martin Fayoulou. Vous voyez quelle sincérité il avait. Mais lorsque les choses, le cours de l'histoire a changé, parce que Fachi est le peuple, Fachi est venu de l'école du peuple. Lorsque le peuple maintenant sur place, la base, sur place, conduit par Kabound, a même donné l'ultimatum à Fachi, que s'il ne venait pas, il n'allait plus trouver la maison qui était là, donc il devrait aller chercher je ne sais pas moi où. Il y avait même des menaces. Ça, nous le savons. Mais, en dehors même de ces menaces, mais il y avait ce qu'on appelle la base. C'était la base, c'est toute la base qui avait dit, écoutez, vous retirez, nous ne voulons pas de vous. Mais, voilà des choses comme ça, qui sont des réalités. Mais pour vous, il fallait que Félix continue à s'entêter et qu'il n'allait plus trouver, que vous n'allez même pas lui construire la maison et que les choses n'étaient pas très claires avec lui. Il y avait son père qui était encore dans les coffres, dans les frigos là-bas. Vous ne savez pas dans quelles conditions il était pour parvenir à prendre cette décision. Compatriotes congolais, c'est cela la chose que nous devons comprendre. Et les jeux politiques qui s'est passé au niveau du pays, c'est un jeu politique qui a permis à ce que Kabila et son groupe qui devraient sortir pouvaient trouver un pied à terre en RDC, compatriotes congolais. Et à ce niveau-là, on ne parlait même pas du tribalisme. Parce que moi, Albert Mouya, j'ai soutenu Fayoulou. Je l'ai soutenu jusqu'à la fin. Nous avons initié la stratégie de dédoublement des institutions, le Parlement, tout ça. Nous avons essayé de faire un effort pour faire voir que au pays, notre peuple était tué, massacré. Moi, j'ai reçu des vidéos très, très difficiles à regarder. Notre peuple était abandonné, il fallait faire quelque chose. Mais ça n'a pas poussé même Martin Fayoulou à comprendre le peuple et aller à Béni, aller prêter serment comme le peuple du Nord qui voulait lui demander. Mais Fayoulou a préféré fuir, aller en Occident, aller commander le pouvoir aux États-Unis. Compatriotes congolais, c'est cela la chose. Nous devons bien nous comprendre. Et lorsque Fayoulou, que nous avons soutenu,
et qui était en fait un cheval pour nous sur lequel la diaspora devrait se reposer, ce Fayulu a fui le peuple. En fuyant le peuple, il l'a fragilisé. Et nous avons été fragilisés. Les dédoublements des institutions que nous avions mis en place se sont retrouvés corrodés. Et là, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, il faut cesser. Et pendant ce temps, il y a eu le mariage FCCH qui continuait. Et ce mariage, aucun Congolais ne le voulait. Et à la fin, Fachi avait compris le message et il a cassé ce mariage. Et Fachi a compris la volonté du peuple et il a cassé ce mariage. Et en réalité, ceux-là qui avaient posé cela comme condition, comme les Moubake, les autres, devraient en réalité retourner pour dire, bon voilà, vous avez écouté le peuple. Mais Fachi, lui, écoute le peuple, mais les autres n'écoutent pas Fachi, Fachi qui écoute le peuple. Ces gens-là ne veulent pas écouter le peuple qui a demandé à Fachi de casser le mariage FCCH. Cela a été fait. Quelle est encore une autre condition que vous devrez faire? Donc là, ce sont des choses qui étaient balayées. La troisième catégorie qui nous a un peu essayé de nous diviser, c'est le résultat de l'élection de 2018. Ces résultats sont arrivés à nous donner une dichotomie. Les dichotomies qui devraient, c'est-à-dire deux vérités, qui devraient en principe aller soit en parallèle, soit fusionner et aller ensemble. Mais cette dichotomie est allée en opposition. D'un côté, il y avait la légitimité et de l'autre côté, il y avait l'impérium. Comment faire pour arranger ces choses-là? Martin Fayulu avait cette légitimité. Ici, toute la diaspora, c'était Martin Fayulu. Au pays, dans l'ensemble, c'était Martin Fayulu. Même là, à Kinshasa, c'était Martin Fayulu. Félix était dans des moments très, très difficiles dans son début. Ce sont des choses que nous devons connaître. Et entre l'impérium et la légitimité, qu'est-ce qui était au-dessus de l'autre? Et dans nos fouilles, je suis allé voir la Constitution des États-Unis. Parce que cette Constitution, elle est d'abord séculaire, et puis elle se rapproche un peu de la pensée de Dieu. Comment Dieu pense que le monde soit, pour que le monde ne soit pas conflictuel. Comment la société pourrait être vivre. Là, la Constitution américaine a fait tout pour arriver à cela. Ainsi, nous sommes arrivés à la présidentielle de 2016 entre Hillary Clinton et Donald Trump. Et les deux, il y avait Hillary Clinton qui avait la légitimité parce qu'elle avait 48% et Donald Trump avait 46%. En principe, ce n'est même pas en principe, elle avait déjà la légitimité. Elle avait gagné l'élection. Mais de l'autre côté, il y a eu les grands électeurs. Ceux-là, ils avaient voté pour Donald Trump. Et lorsqu'on parle des grands électeurs, ils ne sont pas nombreux aux États-Unis. Aux États-Unis, les grands électeurs, ils sont à 300, ou en tout cas, tout au plus 400. Donc 400 personnes gèrent 300 millions de Congolais, des Américains. Hillary Clinton a été votée par 48% des peuples américains. Mais il n'y avait que 400. Et puis même tous les 400 n'avaient pas voté pour Donald Trump. Mais ce sont les 400 qui avaient décidé pour que Donald Trump soit là, pour donner l'impérium à Donald Trump. En réalité, entre l'impérium et la légitimité, l'impérium est toujours au-dessus. L'impérium a préséance sur la légitimité. Et nous avons connu ce cas en 2011. Je ne peux pas parler en 2016, non. En 2016, c'était discutable parce que le pays s'était divisé en deux. Il y avait l'Est qui avait pour Joseph Kabila, il y avait l'Ouest qui était pour Jean-Pierre Bemba. Bon, les résultats là-bas, c'était un peu compliqué. Mais en 2011, les choses étaient beaucoup plus claires parce que tout le pays avait compris les jeux de Kabila et même l'Est avait compris. Et puis c'était Etienne Tshisekedi qui était passé. Et Etienne avait la légitimité. Mais l'impérium Kabila, c'est lui qui l'avait. Et Kabila, avec la communauté internationale, enfin tout ça, ils ont dit, bon, c'est Kabila qui est là, bon,
Si toi, Etienne Tshisekedi, tu veux être aussi, bon, tu peux prendre la vice-présidence, c'est ça. Etienne Tshisekedi avait refusé. Donc, c'est vous dire que l'impérium est toujours au-dessus de la légitimité. Compatriotes congolais, voilà un peu des choses sur lesquelles nous avons vécu et dont je vous ai donné les explications tout à fait claires d'ailleurs. Maintenant, malgré tout ça, malgré les explications que je donne, il y a un autre point qui est en fait un point qui est venu comme un cheveu dans la soupe. C'est la théorie de Fridolin Ambongo. Fridolin Ambongo, dans sa théorie, il dit qu'il ne peut jamais exister plus d'un Moulouba dans les institutions. Et derrière tout ça, on voyait le tribalisme et le séparatisme. Et c'est là maintenant, la haine viscérale est née contre Fachi. Fachi, pourquoi? Parce que Fachi, c'était Moulouba. Et un Moulouba ne pouvait pas être là. Et un Moulouba qui met autant de Balouba dans les institutions, ça ne marche pas. Compatriotes congolais, je vais vous donner quelque chose. Je suis sûr que nous allons tous nous comprendre ce problème des tribus. La tribu, c'est une richesse que Dieu a donnée. C'est un don de Dieu, la tribu. Ce qui est mauvais, c'est le tribalisme. La tribu peut être bonne et pour profiter à une multitude. C'est ça la tribu. Même Dieu, il avait une tribu là qui avait des tribus de Lévites. Chaque tribu avait sa responsabilité. Et les choses marchaient bien. Tout le monde peut être ministre d'une même tribu. Comme nous avons avec les Lévites, je crois, les Lévites, oui. Ce sont eux, être prêtre, il fallait être Lévite, c'est comme ça qu'il fallait. Bon, ça c'est un exemple que je donne, c'est un exemple que nous avons tiré de la Bible et qui existe d'ailleurs. Mais nos tribus ont des richesses, une grande richesse. Je vais vous le faire voir. Ce qui est mauvais, c'est le tribalisme. Ce qui est mauvais, c'est le clanisme. Ce qui est mauvais, c'est le régionalisme. Mais le clan, oui. Parce que tout le monde, lorsque vous voulez vous réfugier, c'est dans votre clan. Lorsque les moments deviennent difficiles, toute personne recourt dans son clan. Lorsque prenons Mandela, lorsque tout le monde l'avait abandonné, c'était son clan qui le sauvait. Etienne Tshisekedi, lorsque tout le monde était parti, qui sont restés autour de lui? C'était son clan. Les Balouba n'ont pas abandonné Etienne Tshisekedi. Le clan, c'est le dernier recours ou la personne. Mais lorsque ça devient le clanisme, non, là, ça ne marche pas. Ça devient une gangrène. Compatriotes congolais, la gangrène existe, ça fait du mal lorsque vous parlez du tribalisme. Je peux m'attarder là-dessus, mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que lorsque, par exemple, prenons par exemple ce qui se passe au Katanga. Le Katanga, il y a les Kassaïens qu'on a chassés en 1993, ils sont partis. Mais aujourd'hui, les Kassaïens sont au Katanga. Et cette fois-ci, ils ont aussi pris des dispositions. Que nous, on ne va pas plus partir comme c'était le fait. Nous avons été pris au dépourvu, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas comme ça. Les choses ont changé, les cartes ont changé. Actuellement, les Kassaïens se sont alliés avec les Balamba. Les Balamba, ce sont les originaires de Lubumbashi. Tout le monde le sait. Les Balamba, ils sont minoritaires. Voilà pourquoi ils sont écrasés par les Balubakat. Ils sont écrasés par les autres, les Lunda, les Chokwe et tout ça. Les Bassanga, ce sont eux qui font le Lubumbashi. Mais les Balamba, eux, ils sont très mous. Les Balamba, c'est comme Samalukonde, et c'est un Moulamba. Il y avait Lunda Bololo, qui est aussi Moulamba. Vous voyez comment ces gens réfléchissent. Ils n'aiment pas la violence, ils n'aiment pas les difficultés. Si vous venez avec la violence, ils vous abandonnent ça, ils partent. Et c'est ça, Malbombaché. Les Balamba se sont retirés vers Kassenga, et Kassenga, c'est... Vous traversez tout simplement la rivière, je crois, la Wapula, et vous allez en Zambie. Donc chaque fois qu'il y a des problèmes,
ils sentent qu'ils sont menacés en RDC, ils fuient en Zambie. C'est là où ils ont aussi leur chef, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Et cette fois-ci, les Baloba ont dit non. Vous, on ne va plus, c'est votre province, vous ne pouvez pas continuer à fuir comme ça. Nous allons vous sauver. Si ces choses commencent, nous allons chasser tous les Balobakats. Les Balobakats doivent retourner chez eux, à Kabalo, à Malembankulu, à Kabungo. Et c'est là où ils doivent partir. C'est pas et dès que vous allez arriver, par exemple, ceux qui vont arriver en caminant, on va leur dire non, ici ce n'est pas chez vous. Chez vous, vous savez, il faut aller un peu, foncer un peu loin là, c'est vers Kabalo là-bas. Donc eux-mêmes, les Balbakats vont se diviser. C'est comme ça que ça se passe, ces choses-là. Donc on va aller jusque dans des familles, on va toujours se diviser. C'est ça la situation, c'est que vous l'appelez le tribalisme. Donc n'essayez pas d'actionner cette corde qui est très très mauvaise. Mais comme je vous ai dit, la tribu, c'est la richesse que Dieu nous a donnée. Et cette richesse, on l'a expérimentée avec Vidini qui l'a expérimenté dans les sports. Et nous avions eu la Coupe d'Afrique, Monseka, était en 1974. Vidinik, on l'avait même surnommé Vidinik, c'était un Yougoslave. Il avait étudié d'abord les tribus de la RDC et avait conclu par ceci. Et c'est ça ce qui a fait qu'il a formé une équipe très forte. La défense, c'était le Katanga. Les Katangais, eux, ils respectent beaucoup ils défendent beaucoup leur territoire. Un Katangais, les difficultés, il sent la difficulté, il la chasse. Il n'a pas le temps d'expliquer, des négociations, il n'y en a pas. Lui, c'est chassé. Et la défense, qui était considérée comme des Mukombo, Mwepu, Bwanga, oui, voilà, c'était les trois à la défense. Et leur problème, c'était de chaque fois que le ballon arrivait dans le camp, c'était tout simplement chasser le ballon ou le faire sortir. Il n'y avait pas de temps de dribbler comme nous voyons actuellement. Il y a des défenseurs qui dribblent. Dans leur tête, il n'y avait pas ça. Et ça a aidé, nous avons gagné la coupe. Au milieu du terrain, Vidinik a placé des gens dont leur caractère est difficile à connaître. Ce sont les Bakongo, c'est-à-dire Bandundu et Bakongo, bien sûr. Et lorsque là, on a placé Lobilo, on a placé Mana, les deux personnes-là, dès qu'ils ont le ballon, vous ne pouvez pas savoir si le ballon sera projeté vers l'avant ou si le ballon va retourner à la défense. Et très souvent, ils faisaient le contraire. Chaque fois que l'attaque est bien positionnée pour marquer le but, Mana n'envoyait pas la balle là-bas. Il retournait la balle à la défense. Et si bien que, bon, il savait c'est à quoi il faisait. Parce qu'au devant, il savait bien qu'il y avait les costauds, les casseurs. Et c'est là où on trouvait les Kassaïens et les Bangala. Et c'est là où vous trouvez les Ndaye, les Kidumu, les Kakoko. Donc, c'était l'attaque difficile et qui n'avait pas peur de protéger les tibias. C'est ça, en fait. Donc ça, ce sont des caractères que Dieu nous a donnés pour faire ça. Wenge Musica a fait un succès fou. Pourquoi? Parce qu'ils sont recourus à cela. La tribu, mes frères, c'est une richesse. Prenons par exemple, si vous voulez par exemple bien gérer l'argent, partout là où il y a l'argent qui passe en RDC, mettez les Bandundu et mettez les Bakongo. Vous n'aurez pas de problème. Mais si vous mettez dans ces circuits-là, vous mettez les Baluba, vous mettez les Bangala, alors là, vous n'aimez pas le Congo. Et maintenant, au niveau du commerce, comme Fachi veut faire je vous parle je suis en train de vous parler de la richesse de la tribu que Dieu a mis en nous. C'est naturel. Lorsque mon Congo gère les finances, c'est naturel. Il n'a pas à prendre. Parce qu'il a ça. Dieu a mis un don en eux. Par exemple, le don de commerce. Dieu a mis ces dons-là dans la partie Est.
Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Là, si vous voulez faire des millionnaires, c'est là que les millionnaires doivent venir. Les millionnaires ne doivent pas venir de Kasaï. Les Kasaï, ils ne savent pas gérer l'argent. Les Kassaïens, ce sont des gens qui prennent la houille, qui vont en forêt, là-bas, ils creusent, ils trouvent un diamant de 5 millions, il vient et il fait un commerce, il ne sait même pas comment le gérer, et il tombe. C'est ça le Kassaï. Le Kassaïen ne sait pas gérer l'argent. Et si nous avons Kazadi, ce sont des gens des rares personnes, mais on n'est pas aussi très sûr, parce que ce n'est pas trop naturel dans sa tribu, c'est pas naturel. Donc si nous voulons avoir des millionnaires, prenons les Kivusiens. Ce sont des gens qui seront des milliers, ils vont faire des grandes choses et tout le monde sera content. Et si vous voulez, par exemple, comme je l'ai dit, la défense du pays, c'est le Katanga. Mettez surtout au niveau de l'armée, les chefs là, mettez ces gens-là, mettez-les au service des renseignements. Ces gens-là, vous allez protéger le pays sans problème. Au niveau, par exemple, de la province orientale, les tribus qui sont là, d'abord, ils ne sont pas des tribalistes, hein, les gens de l'oriental. Offrez-leur l'administration, offrez-leur les endroits où ils peuvent recevoir tout le monde. C'est dans l'administration publique. Ces gens-là, Dieu a mis ses dons en eux, c'est de recevoir tout le monde. Ils n'aiment pas de division. Et pour terminer, les Kassaïens et les gens de l'Équateur, là, il faut leur donner le pouvoir. Vous avez vu, lorsque les Kassaïens n'ont pas le pouvoir, c'est Kinshasa qui bougeait. Ça bouge là-bas, ville morte ici, marche là-bas, et ainsi de suite, les gens ne travaillent pas, et c'était un désordre total, le pays n'avançait pas, et tout le monde était là, parce qu'il fallait sécher. Maintenant qu'il y a un Kassaïen sur le ciel, tout est devenu très calme. Tout est devenu très, très, très calme. Et il en est de même lorsque les Mungala sera là, on saura cela, parce que souvent, moi, il y a 32 ans, ça fait toujours peur, mais ils sont là pour le pouvoir. Ces gens, ce sont qui sont là. Et la plupart aussi des cas d'Équateur, si vous voulez la beauté du pays, les choses, en fait, ils sont aussi très forts à ce niveau-là. N'allez pas ailleurs, allez à l'Équateur. Là, c'est l'accueil. Ils ont quelque chose de naturel, c'est l'accueil. L'Équateur, mais c'est à la différence des Balouba. Les Balouba, eux, il y a ce qu'on appelle le coupes paysage, c'est-à-dire tu peux être grand et te diminuer. Mais les Bangala, eux, c'est l'accueil, c'est l'amour qu'ils vous donnent. Ils ont les bras ouverts. Ce sont des gens très sociaux, très très sociaux. Bon, si nous comparons bien sûr Balouba. Donc, compatriotes congolais, voilà un peu quelque chose là que j'ai parlé au niveau des tribus. Le tribalisme des tribus, c'est un peu différent. Nous devons être très très clairs à ce niveau-là. Et au niveau de compatriotes qui sont dans la diaspora et qui sont là tout simplement à distiller des messages de haine, les messages de rancune, les messages de conflits, des hostilités, des animosités, à ces gens-là, c'est très simple. C'est très simple. Je vous demande tout simplement de choisir entre A ou bien B. Ou bien vous êtes avec Fachi, ou bien vous êtes contre Fachi et vous allez ailleurs. Prenez cette décision. Les temps sont très courts. Prenez cette décision. Ne pensez pas qu'on viendra vous... Vous savez, dans la famille, nous sommes nombreux. Hein? Nous sommes 10 millions. Donc, une personne, ce n'est pas tellement quelque chose de grand à déranger les autres. Vous voyez ça. Donc, prenez votre décision. Ou bien vous êtes pour Fachi, ou bien vous êtes contre lui. Et si vous êtes contre Fachi, vous savez là où il faut aller. Vous devez aller chercher aller rencontrer John Chibango. Et avec lui, vous pouvez vous préparer, vous achetez les armes, et puis vous venez, vous allez au niveau de la RDC, puis vous rencontrez Chiwewe, vous rencontrez, il y a
Il y a Edi, il y a Chibangu, il y a Luboya qui sont là et qui vous attendent, hein, qui vous attendent. Ils sont là, ils vous attendent. D'ailleurs, ils aiment même que vous allez très vite. Il faut que vous soyez là, parce que vous voulez le pouvoir, vous voulez faire partir Félix de force, mais faites-le. Hein? Vous voyez, Jésus même avait dit à Judas, mais qu'est-ce que tu attends? Faites-le vite, afin que les choses puissent être claires. Compatriotes congolais, l'étoile de Fachi ne va jamais s'assombrir maintenant. Et je vous donne des raisons. Première raison est que Fachi est l'unique chef de l'État qui n'a pas une opposition. Comparé à Kasavubu. Kasavubu avait l'opposant qui était Lumumba. Les Mobutu, les deux Kabila avaient un grand opposant qui s'appelait Etienne Tshisekedi. Vous connaissez la force d'Etienne Tshisekedi. Bon, maintenant avec Fachi, quel est l'opposant? Il n'y a personne. Et Fachi, c'est la personne qui sera là pour façonner la 4e constitution, la constitution de la 4e République. Et ça, soyez-en sûrs, beaucoup de choses seront là. Donc, ne pensez pas qu'on va vous donner une place si vous ne voulez pas participer à la reconstruction. Et là, vous risquez d'être là dans la diaspora, de rester dans la diaspora, je ne sais pas combien de temps. Et la troisième raison, c'est que voter pour Fachi, c'est essayer de participer à la reconstruction du pays. Vous savez qu'après lui, c'est Fifi Masuka qui vient. Donc en fait, ce sera une Congolaise. Et la Congolaise, pour le moment, la Congolaise qui sort du lot, s'il s'agissait que ça c'était le dernier mandat de Fachi, en tout cas c'était Fifi Masuka qui passait. Fifi Masuka met d'accord les Congolais. Les Congolais ont vu, ils ont vu. C'est pas quelque chose qu'on nous raconte, non. C'est quelque chose, vous allez sur place, vous voyez. Les vidéos, nous les avons vues, Moi, j'ai connu le Katanga, où vraiment c'était... C'est une province qui a été détruite par la guerre de 80 jours, la guerre de 6 jours, on a détruit. Jamais le gouvernement n'a voté un budget pour reconstruire ce qu'on a. Les mirages, les sous qui s'avaient détruit. Je vais y arriver. Compatriotes congolais. Donc voilà un peu des choses que nous devons comprendre. Nous devons aussi comprendre que Fachi, c'est quelqu'un qui a compris la politique. Fachi n'est pas quelqu'un qui croit dans la politique. Il a compris. Il a compris beaucoup de choses qui se sont passées autour de son père. Sinon, il pouvait être fanatique. Lorsqu'il est président, il allait prendre tous ces gens qui rôdaient autour de Fachi et les mettre autour de lui. Non, il ne pouvait pas le faire. Parce que Fachi, lui, comprend la politique. Par rapport aux autres qui croient dans la politique, qui croient que Fachi, comme il est président, nous avons travaillé avec son père, il va nous prendre. Non, ça ne marche pas comme ça, les choses ne marchent pas comme ça. Et moi, personnellement, ce qui m'a aidé le plus, et ce que j'ai compris dans Fachi, c'est que dans la vie, comme patriote congolais, ne croyez jamais dans la politique. Ne croyez jamais dans les hommes politiques. Ne croyez jamais dans des individus. Mais vous devez comprendre la politique, comprendre les hommes politiques, comprendre les individus politiques. Parce que ces individus ont des caractères, ont des comportements différents qui font d'eux que tous les socialistes ne raisonnent pas de la même façon. Tous les libéralistes ne raisonnent pas de la même façon. Parce qu'il y a le caractère, il y a les comportements qui diffèrent. Alors maintenant, voyons, qui est Fachi d'abord? Fachi, vous devez savoir que ce qui le distingue des autres, c'est que au niveau de son caractère, que Fachi, c'est il agit en mode Rambo. Rambo, nous avons vu le film Rambo 1. Le Rambo, là, signifie que si vous opposez une violence à Fachi,
Fachi double cette violence contre vous. C'est-à-dire, vous amenez la violence, lui devient plus violent que vous. Parce qu'il a tous les moyens d'ailleurs. Ça, c'est sa manière. Mais au niveau de son comportement, ce que j'ai compris beaucoup dans Fachi, c'est que Fachi n'a rien de semblable avec son père. Son père était direct, mais lui est discret. Son père était combatif. Mais oui, combatif, oui, ça dépend, mais combatif physiquement, tout ça, non. Mais Fachi, lui, est diplomatique. Son père, c'était quelqu'un qu'on trompait, Mobutu pouvait les tromper aujourd'hui, lui dire ceci, cela. Fachi et Yachichi acceptaient. Mais Fachi, lui, est catégorique. Si vous aviez pris une résolution, vous devez la respecter. Ça, c'est Fachi. Fachi, il est très catégorique dans ce qu'il dit. Ah bon, en fait, je ne peux pas entrer dans beaucoup de commentaires là-dessus. Et sur le plan de fermeté, Fachi est très ferme. On constate qu'il est très ferme. Il a hérité cela, pas de son père, parce que son père était trop malléable. Il a hérité ça de son grand-père Mulumba, le papa de Etienne Tshisekedi, qui est son grand-père. Chez son père, Fachi a hérité l'opiniâtreté, la ténacité, quelqu'un qui commence une œuvre et qui va avec l'œuvre jusqu'à la fin. C'est ça, la ténacité. Donc, il est têtu, Fachi est têtu comme son père. Dès qu'ils ont commencé une affaire, c'est aller jusqu'au bout. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ah non, tu fais beaucoup de voyages, ça ne le regarde même pas. Lui, il voit le but, l'opiniâtreté, c'est ce qu'on appelle l'opiniâtreté. Mais de sa maman mère, de sa maman Marthe, il a hérité des grands caractères qui le protègent. C'est la fidélité, la sincérité. Fachi est très fidèle, très sincère dans tout ce qu'il fait. S'il n'était pas sincère, il y a longtemps, il pouvait mourir déjà. Parce qu'il n'a pas été, il a été fidèle avec Kabila. Il a été sincère avec Kabila. Et si aujourd'hui vous lui demandez de tuer Kabila, il ne le fera pas. Attendez, dès que vous aurez le pouvoir, vous le ferez. Mais Fachi, lui, ne prendra jamais, il ne dérangera même pas la famille de Kabila. Pourvu qu'il respecte ce que Fachi a voulu. C'est-à-dire ne pas s'ingérer dans des histoires, ainsi de suite. Fachi va les protéger, il va les protéger, il les protège. Ça, c'est Fachi. Il a hérité la fidélité, la sincérité. Bon, maintenant, il y a une grande question à laquelle nous pouvons tous nous sauver. Pourquoi Fachi n'a pas travaillé avec la diaspora dans son mandat? Fachi, vous savez, c'est un stratège. Fachi ne pouvait pas ouvrir plusieurs fronts. Fachi a trouvé déjà au pays plusieurs fronts. Il y avait un parlement hostile à lui. Il avait une armée qui était infiltrée, une armée inexistante, bien sûr. Il y avait une justice partisane, une constitution comme elle était. La constitution faisait l'apologie du vol. Lorsque vous volez, on ne vous arrête même pas. Et donc, Fachi a retrouvé une population désorientée, une population qui avait perdu les repères. Une population qui avait cru que c'est lorsqu'on vole qu'on devient riche. Ce n'est pas lorsqu'on travaille, parce que lorsqu'on travaille, on ne vous paye même pas. C'est une population qui avait perdu ses sens humains. C'était un front qu'il fallait aussi affronter. L'environnement extérieur était pollué. Il y avait des vautours qui voulaient ronger la RDC. C'était un front. Ajouté à ce front, Fachi lui-même a dit que Kabila, c'est mon partenaire. Non, c'est... Oui, Kabila aussi, Kagame. C'est son partenaire. Je suis obligé, ou j'ai le devoir de les consulter. Ça, c'est Fachi. À ce moment-là, si on faisait appel à la diaspora, mais c'est pour créer un front. Parce que la diaspora était contre Kabila et Kagame. Mais Félix, lui, a dit que ce sont des gens qu'il peut consulter.
Ça, c'est Fachi. Et à Londres, ce qu'il avait dit encore, c'était que les Banyamulenge sont des Congolais. Bien sûr, il y a des Congolais parmi les Banyamulenge. Ça, c'est une réalité que nous devons connaître. Mais le terme Banyamulenge, non, ce terme-là doit disparaître. Mais les individus, la population, elle, oui, la population peut être congolaise. Mais pas avec, sous le terme de Banyamulenge. Là, non. Et je pense que l'Assemblée, le Parlement prochain, se décidera sur le sort de ce qu'on appelle les Banyamulenge. Parce que ce terme-là, ça va poser beaucoup de problèmes que ce terme entre dans les tribus de la RDC. Parce que derrière ce terme Banyamulenge, il y a beaucoup de choses. Mais il y a des gens, on va placer les Benyavura par exemple, ce sont des tribus rhodophones. Mais ils ne s'appellent pas Banyamulenge, c'est Benyavura. Il y a les autres. Voilà, c'est ça en fait ce que nous devons comprendre. Donc, voilà pourquoi Fachi ne pouvait pas travailler avec vous pendant ce premier mandat. Maintenant, au niveau de l'agression, nous sommes toujours agressés. Bon, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Il y a beaucoup de paramètres et là-dessus, Fachi a fait ce qu'il devrait faire, mais les militaires sur le terrain devraient aussi faire ce qu'ils devraient faire. On ne peut pas vous attaquer, vous restez là, bras croisés, non. Parce que vous êtes dans le cessez-le-feu, ça n'existe pas. Défendez-vous, défendez les autres aussi. Hein, l'arme, vous l'avez pourquoi? C'est ça. Mais les gens qui étaient sur le terrain ne partageaient pas la vie. C'était des gens corrompus. Et ils continuent à être corrompus. C'est très difficile de voir le général Chiwewe, un combattant de front, laisser ces choses-là continuer. Alors moi je me disais que bon, peut-être que nous sommes dans la logique de Fachi, parce que Fachi vient de l'école de la non-violence. Fachi connaît que tout être humain peut changer, hein, parce que tout être humain a de la valeur devant Dieu. Il a fait avec les Kuluna, ils étaient violents, mais ils sont devenus bons. Il croyait aussi que les autres compatriotes qui ont pris des armes peuvent aussi devenir des humains. Donc ça fait partie de sa politique, peut-être qu'il a mis des freins au chef d'état-major général pour amorcer les choses. Et puis Fachi croit toujours que la vraie bataille ne se gagne pas dans la brutalité et la violence. Non. Ce ne sont pas les armes qui donnent la paix. Mais c'est beaucoup plus l'intelligence. Il faut jouer avec beaucoup plus l'intelligence, la subtilité. Il faut jouer avec la ruse. Voilà les armes que Dieu nous a dotées, avec lesquelles nous pouvons détruire les méchants. Et c'est cela, et Fachi a appliqué cela. Il a appliqué la ruse, il a joué au corbeau renard. Il est entré chez Kabila. Il a été accepté dans ce monde des renards, le monde des loups. Fachi est entré dedans. Il était très malin, il était rusé. Il est entré au fin fond. Et il est sorti avec les captifs de la captivité. Il les a arrêtés, tous ces gens-là. Le pays était gardé dans ce monde très très difficile. La RDC était dans la captivité, la RDC tout entière. Nous avions une constitution qui était scélérate, nous avions des lois du pays qui étaient des lois machiavéliques, nous avions une majorité parlementaire qui était déloyale, malgré tout ce que Fachi a fait pour que les parlementaires, pour comprendre, non. La présidente du Parlement est restée déloyale. Ça, nous avons vécu toutes ces choses. Et nous avions une armée qui n'existait pas, une armée de brigands, une justice qui ne jugeait d'ailleurs personne, des fripons. Et nous avions ajouté à cela une presse qui ne parlait pas, une presse muette, une presse, s'ils ouvrent leur bouche, c'était pour sortir des mensonges. Des journalistes étaient recrutés sur base de leur dextérité dans le mensonge.
C'est ça la presse que nous avons. Et c'est là où le pays était. Tout était verrouillé. Tout était piégé. La RDC était maintenue dans les ténèbres. Nous étions livrés à l'esclavage. Nous étions tous condamnés à une souffrance éternelle. Mais à ce moment-là, lorsque Fathi est entré, il est allé dans les enfers pour aller sortir cette RDC-là. Il est sorti avec les captifs de la captivité. Il a libéré les captifs. Les gens comme les Fifi Masuka, c'était des gens qui étaient enfermés, qui ne savaient même pas comment ils devraient sortir. Parce qu'ils ne pouvaient même pas, ils ne savaient même pas qui gérer, comment, ils ne savaient pas d'où pouvait lui venir le secours. C'était des gens qui étaient qui étaient captifs. Ils étaient amenés dans la captivité. Vous avez des gens comme des gens, les Paloukou, par exemple, c'était des gens qui étaient des kabylistes à mort, des gens aveuglés. Maintenant, Paloukou comprend bien qui est Fathi et il s'est dit, et j'apprécie d'ailleurs son ardeur lorsqu'il parle de Fathi. Ça, c'est un signe vraiment qu'il est libéré. Et Fathi, en libérant le pays et les captifs, il a présenté un spectacle. Fathi a mis en spectacle tous ces gens, ces voleurs, ces voyous. Les gens ont commencé à fuir, Numbi a fui, les Kikaya ont fui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent fuir? C'est parce que la puissance était très forte. Dieu agissait avec Fathi. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a les armes, quelqu'un qui avait des caches d'armes, qui avait tout le temps de faire des caches d'armes, de recruter des militaires, tout ça, les Kalev, ou les Numbi. Ces gens-là ont fui, ils ont fui, personne ne les a chassés. Mais ça, c'est quelle force? Compatriotes congolais, ça, nous devons comprendre bien ces choses. Et c'est ici l'occasion de dire à nos compatriotes que Fathi va faire l'Allemagne de l'Afrique. Il est, comme je l'ai dit, il est têtu, Fathi est têtu. Comme il a dit, nous ferons de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, il le fera. Hein? Fathi connaît bien que lorsque le corps ou le cœur est lié à l'esprit, hein, et que vous mettez ces choses au peuple, vous remettez ces choses, c'est-à-dire vous faites le peuple d'abord avec votre cœur, avec votre esprit, les choses parviennent toujours à aller vite. Et Chen Tshisekedi avait dit dans sa campagne de 2011, il avait dit que je vais faire de ce pays, donc dans 10 ans, je vais reconstruire le pays, je vais compenser tous les 50 ans de destruction. Et ce que je suis en train de voir aussi, c'est ça. Je suis en train de voir que Fathi a le cœur pour faire cela. Et son esprit est prêt aussi pour faire ça. Il a donné quelques leçons, quelques bribes de leçons à Maman Fifi Masuka. Quelques bribes de leçons tout simplement de ce qu'est le peuple d'abord. Et Maman Fifi Masuka a essayé seulement. Et lorsque Maman Masuka a essayé, et voilà les résultats. Les résultats est là. Les Lualaba que vous appelez Lualaba, ce n'était même pas, c'était un village. C'est un village qui a été détruit pendant la guerre de 80 jours, bombardé par les Soukissa. Dans la guerre de 6 jours, les Mirages ont bombardé. Les Lualaba, c'était une province des rebelles. Donc pour Mobutu, il fallait terminer tout ce peuple-là. Parce qu'il s'allie avec des rebelles et les Diabos, c'est-à-dire les Edi Kapen, ce sont les Diabos, c'est-à-dire des ex-gendarmes Gatangé. Pour lui, Mobutu, avec son ami Idi Amin Dada, il fallait terminer, il fallait
il fallait terminer ce peuple qui rend la vie difficile parce qu'il fallait protéger les intérêts des Américains, ou enfin les intérêts des Belges. Et à ce moment-là, enfin, pas les Belges, les Français. Et à cette époque, c'était qui le président Giscard d'Estaing. À cette époque, c'était Giscard d'Estaing. Et les mines de Colosie devraient aller en France et tout ça. Et pour Mobutu, et même Mobutu, c'était même beaucoup plus les Américains. Donc il fallait terminer tout ce peuple-là. C'est ainsi qu'on a bombardé Muchacha. Muchacha a été bombardé. On a dévasté Dilolo. On a... Kapanga a été ruiné. On a ruiné. C'est-à-dire il n'y avait que des ruines. Sandoa, ne vous en faites pas, c'était ravagé. Il y avait le Boudi qui était détruit. Voilà, le Boudi était détruit. Tout. Et Colosie, en fait, était effondré. J'étais à Colosie à cette époque, nous sommes en 1978. J'étais à Colosie. J'étais professeur à l'Athénée de Colosie. Dans l'opération Debout Colosie. Et j'ai vu ces choses-là. Colosie n'existait plus. Et lorsque Mobutu avait pris cette affaire de l'opération Debout Colosie, c'est parce que Mobutu était redevenu humain. Parce qu'au début, Mobutu n'était plus humain. Dans la guerre de 80 jours, on a tué, je ne sais même pas, les gens comme le Fifi Masuka, comment ils étaient sauvés. Et je crois qu'elle était quand même une jeune fille, elle avait à peu près 9-10 ans. À cette époque, elle fouillait, et je ne sais pas comment ils se sont protégés, et même les Chihuahuas ici, ce sont des jeunes qui ont vu la méchanceté de Mobutu à cette époque. Mobutu a fait ce qu'on appelle... il a tué, on appelle ça, il a fait, je peux parler de génocide, il a fait le carnage. Mais personne ne pouvait parler parce que la France le soutenait. Les médias ne pouvaient pas faire ça. Et Mobutu est sorti comme ça, fièrement, tout ça. Mais Mobutu a tué, il a tué. Hein? Je vais vous dire même comment certains étaient tués. Lorsque, par exemple, on arrive, par exemple, à Kapanga, c'est un exemple, ça s'est passé à Dilolo, à Muchacha, à Sando, tout ça. On invitait la population de venir. Et dès que la population arrivait dans une salle, soi-disant pour une réunion, et on bombardait cette maison-là, et tout le monde mourait, parce qu'on ne voulait plus. Donc on allait même chercher les gens en forêt, les hélicoptères entraient avec les mégaphones dans la forêt pour le faire venir, et dès qu'ils arrivaient, on les tuait encore. Mais ils ont vécu la peur. Et heureusement, il y avait le général Ikuku. Pourquoi le général Ikuku est décédé? Il est décédé parce qu'il était contre, il était témoin des massacres. Hein, Ikuku, c'était le chef de Kamanyola, hein, la division Kamanyola. Et il est décédé, et sa tombe est toujours, je crois, là à Colosie. C'est un héros, ce monsieur-là. Les Lolabés doivent se souvenir de ce monsieur. Il a tout fait, voilà, il en a payé. Parce que Mobutu avait dépassé, il avait dépassé. Les tueries, c'était au-delà. Donc voilà un peu, compatriotes congolais. Aujourd'hui, c'est déjà le passé. Aujourd'hui, grâce à Fifi Masuka, le Lualaba est devenu une grande province. La grandeur, la dignité au Lualabé, la fierté au Lualabé. Les jeunes se sont affermis, tout est vraiment très très ok. Donc Fifi Masuka ne peut jamais faire ça si elle n'avait pas l'esprit de Simon Kimbangu, si elle n'avait pas l'esprit de Kimpanvita, si elle n'avait pas l'esprit de Etienne Tshisekedi Mulumba, si elle n'avait pas l'esprit de Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc en fait, Fifi Masuka est dans cette mouvance, et je pense, si elle continue dans ce sens-là, et qu'elle évite bien à Linguete, je crois qu'elle a une carrière tout à fait ouverte. Tous les Congolais ont des yeux sur elle, et aucun Congolais n'acceptera que Fifi Masuka tombe dans le sac de Linguete. Hein.
ça va nous faire très mal. Voilà pourquoi autour de Fifi Masuga, elle devra connaître, à travailler avec les gens dont elle connaît, et les gens en qui elle a confiance. Et les gens ces gens doivent aussi avoir confiance en elle. Parce que elle sera peut-être jugée pour des choses qu'elle ne connaît pas. Mais ce sera une tâche. Parce qu'elle va manquer quoi? Cette manière-là de contrôler. Hein? Parce qu'administrer, ça signifie contrôler à tout moment. Et vous êtes là, vous dormez, on vole l'argent à côté. Et dès que Alinguette va venir, Jules Alinguette, il est là, il est vivant. Et lui, même s'il rêve, Jules Alinguette, même s'il rêve, il rêve qu'on soit là-bas, il y a ceci. Jules Alinguette envoie déjà des gens là-bas. Et lorsque ces gens arrivent, c'est catastrophique. Donc, parfois, il faut prier pour ne pas entrer dans les rêves de Jules Alinguette. Voilà, compatriotes congolais, ce que j'allais dire aujourd'hui. J'ai dit tout simplement à nos amis qui continuent à insulter Fachi, qui continuent à insulter les autorités du pays, afin qu'ils puissent connaître qu'ils puissent changer en fait. Ils doivent être transformés. Lorsqu'on est transformé, on devient une nouvelle création. Vous quittez l'étape de la chenille à l'étape du papillon. C'est ça les transformations dont on parle. Et même la Bible parle beaucoup de cette transformation. On ne parle pas de transformation, simplement une transformation profonde. Donc entre la chenille et le papillon, il n'y a pas de lien. Le chenille marche, mais le papillon vole. Donc c'est ça cette transformation. Et c'est tout ce que nous nous demandons, parce que si ces gens ne veulent pas se transformer, ils auront des problèmes avec les anges de Fachi. Fachi a beaucoup d'anges. Et ce que moi je souhaite, en faisant du mal à Fachi, en passant à faire du mal à Fachi, ils font du mal à ces anges. Et ça sera très difficile. Donc vous fermez vous-même votre avenir, votre route, vous fermez vous-même. Essayez de vous ouvrir, essayez de devenir des humains, essayez de comprendre la politique de Fachi, essayez de comprendre que tout passe et que nous n'avons pas beaucoup de temps ici sur Terre. Le peu de temps que nous avons, nous devons l'utiliser pour des choses qui puissent avancer les autres. Alors, pour cela, vous devez faire beaucoup de bruit. De la même manière que vous avez utilisé les mêmes canons pour fustiller ou pour insulter, vilipender les autorités du pays, de la même manière, utilisez le même canal par les mêmes voies à pouvoir prendre un autre langage, un langage responsable, pour enfin que nous puissions aller vers l'avant. Le peuple est là pour vous protéger et nous sommes dans la période des grâces. Cette grâce va prendre fin. Et dès qu'elle va prendre fin, ça sera fini. Ça sera vraiment fini. Donc, compatriotes congolais, voilà ce que j'allais dire. Bon, si vous avez les oreilles, vous comprenez. En fait, moi, mon problème, c'est qu'il y ait quelqu'un pour parler. Hein? Parce que nous, on a été induits en erreur parce que nous avions des gens qui ne nous ont pas dit exactement ce que nous devions faire. Il y a eu les gens qui... Il y a beaucoup de choses que nous avons... appris par nous-mêmes, et ces erreurs, et à comprendre ces choses. Hein. Par exemple, le fait de comprendre la politique et non de croire dans la politique, de comprendre les individus au lieu de croire dans les individus. Évitons ça, soyons responsables, voyons nos intérêts, les intérêts de la diaspora, l'intérêt qui est de retourner au pays et de jouir des bienfaits de notre pays. Voilà, mon patriote congolais, vous m'avez vu, je suis à la fin. Le mandat est terminé, le mandat de Fachi est terminé. C'est tout à fait normal. Nous sommes arrivés à côté, hein, pendant les 5 ans de Fachi, comment son gouvernement a fonctionné et quelle cotation nous donnons à son bilan. Eh bien, nous devons dire que le gouvernement de la RDC a carburé à raison de 18%.
Donc vous voyez que c'est vraiment, vraiment en deçà de la moyenne. C'est grâce à ces 18% que Fathi a fait tout ce qu'il a fait, les routes, et ainsi de suite. Faire face à la guerre, c'est dans les 18%. Mais imaginez-vous si nous parvenons à arriver à 30%, à 40%, hein, et à 60%. Vous voyez comment les choses vont se passer. Alors nous avons coté le gouvernement Fathi qui a donné 18%, dans le sens que il a travaillé avec... donc le résultat est donné sur base du charisme des ministres charismatiques. Il n'y en avait pas beaucoup. Dans son gouvernement, il y avait beaucoup de ministres matamors. Ce sont des ministres sans charisme, des ministres qui étaient là tout simplement pour jouir du titre de ministre, sans pour autant travailler pour le peuple. Bon, mais nous avons jeté des fleurs à 11 ministres qui sont, le numéro 1 c'est Samalou Kondé, pour son dévouement et son esprit managérial. Le numéro 2 c'est Jean-Pierre Bemba pour son leadership influent. Le numéro 3 c'est Christophe Lutundoula pour sa conscience bienveillante. Le numéro 4 c'est Jean-Pierre Liaou pour son assiduité et son organisation. Numéro 5 c'est Eve Bazaïba pour son esprit tatillon et sa fermeté. Au numéro 6 c'est Alexis Guissaro Mouvouni pour sa résistance et sa persévérance. Au numéro 7, Antipas Mboussa Nyamouissi pour son intransigeance et sa dureté. Au numéro 8, c'est Adel Kaïnda Maïna pour sa ténacité et sa pugnacité. Au numéro 9, c'est Nicolas Kazadi pour son orthodoxie financière. Au numéro 10, c'est Julien Paloukou Kaongia pour son esprit innovateur. Et au numéro 11, c'est Gilbert Kabanda pour sa créativité. Voilà, compatriotes congolais, ce que nous avions à vous dire aujourd'hui. Le message vient de se terminer. Je crois que nous avons retenu des grandes choses. Ce que nous devons faire, c'est faire beaucoup de bruit. La diaspora devra faire beaucoup de bruit pour donner 85% à Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons prouver au monde que lorsque le Congo est uni, enfin, il y a du feu. Et voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.